Alors bonjour Marie, Marie Thibault. Merci d'avoir pris le temps de faire cette petite vidéo avec nous. Tu es secrétaire de l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale et tu es aussi fondatrice du collectif Stop au cancer de nos enfants. On se connaît bien parce qu'on a travaillé ensemble dans le cadre de la coalition Secret Toxique. On s'est rencontrés sur des événements, etc. Et on a décidé de faire cette vidéo avec toi parce que aujourd'hui, on est le 15 février et c'est la journée internationale des cancers pédiatriques. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette journée? Merci, on dit merci Secret Toxique pour l'interview et puis pour cette mise en lumière de cette journée qui passe souvent inaperçue le lendemain de la Saint-Valentin. 15 février, oui, c'est la journée internationale de sensibilisation et de lutte contre les cancers de l'enfant. Donc, vous voyez, j'ai mis mon petit ruban or. Dommage qu'on soit loin, sinon je t'en aurais donné un à distance, je t'en redonnerai un bientôt. Euh, le ruban rose, tout le monde le connaît, c'est le symbole des cancers du sein. Et le ruban or, c'est le symbole des cancers de l'enfant. Donc, tout un chacun, si vous avez la possibilité d'en avoir ou d'en fabriquer, n'hésitez pas à porter ce petit symbole de ruban or qui vient montrer votre attachement à ces petits loulous qui tombent malades, qui se battent comme des lions pour essayer de guérir de ces cancers et qui font, avec toutes ces associations qui travaillent sur le soutien financier à la recherche de traitements contre les cancers de l'enfant parce que c'est encore beaucoup trop faible. Et puis évidemment, ce pourquoi moi je suis là aujourd'hui et ce à quoi sert Stop au cancer de nos enfants, c'est la sensibilisation autour de la recherche des causes des cancers de l'enfant. Parce que c'est indispensable de traiter, parce que ces enfants doivent guérir. Mais si on faisait en sorte que ces enfants ne tombent pas malades, ça serait bien aussi. Donc voilà notre vœu pieux. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui va se passer lors de cette journée? Quelles sont les actions que vous avez prévues avec les deux collectifs, hein, le collectif et l'Institut? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce qui est prévu aussi peut-être au niveau international, dans d'autres endroits lors de cette journée? Au niveau national, il se place énormément de choses. N'hésitez pas à chacun vous rapprocher, pourquoi pas, de 2500 voix. 2500 voix, c'est parce qu'il est question, on ne sait pas les chiffres, mais souvent on parle de 2500 enfants qui déclarent des cancers chaque année. Donc dans chaque département, dans plein de petites villes en France, il y a des concerts ou des ateliers ou des activités ou des temps de sensibilisation. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet, n'hésitez pas à aller regarder sur leur page, sur les réseaux sociaux, et vous y trouverez forcément des informations qui vous permettra de vous y associer ou de donner en collectant des dons, parce que ça, on en a toujours besoin aussi. Parlons un peu donc de l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, donc, qui a été créé tout récemment, Mm. qui est le fruit d'un travail assez long. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'est cet institut, comment il a vu le jour et quelles sont ses missions? Alors, comme tu le sais, Stop au cancer de nos enfants, je suis obligée de repartir de là, c'est créé en 2019, suite à un nombre anormalement élevé de cancers d'enfants sur le territoire dans lequel je vis, qui est au sud de Nantes, dans le pays de Ré, autour de la commune de Sainte-Pazanne. On considère à peu près une petite dizaine de communes autour de Sainte-Pazanne, sur un périmètre géométrique, un périmètre, pardon, de à peu près 10-15 kilomètres autour de la commune de Sainte-Pazanne. Et là, je recense, parce que moi j'ai un petit garçon qui est tombé malade en 2015, je recense un nombre d'enfants important et je les rencontre en fait au CHU de Nantes, au service d'oncologie pédiatrique. Et à la suite de ça, alerte des autorités sanitaires, donc de l'ARS. Et donc, l'ARS conclut une première fois en 2018 à un cluster. Il y avait alors 6 enfants concernés par un cancer d'enfant sur ce petit périmètre, mais sans recherche environnementale. Je continue à alerter, à dénoncer, à, à dénoncer le nombre d'enfants qui continue d'augmenter. Et puis en mars 2019, en faute de réaction des autorités sanitaires, je lance le collectif Stop au cancer de nos enfants avec un ami. Et là, nous créons, avec l'ARS et avec Santé publique France, les premiers comités de suivi mensuels au sein de l'ARS pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur notre territoire, parce que on ne peut pas avoir autant de cancers d'enfants sans qu'il se passe quelque chose. Et à la suite de tous ces comités de suivi, nous étions là en tant que citoyens
engagés pour venir en soutien à nos autorités sanitaires. Et puis finalement, en septembre 2019, donc très peu de temps après, ils nous indiquent, même novembre, qu'il y a bien un cluster de cancer pédiatrique. Eux comptabilisaient 11 enfants alors que nous en comptabilisions 17 à l'époque. Et puis, mais qu'il n'y aurait pas de recherche environnementale. Parce que oui, les causes connues des cancers de l'enfant sont les pesticides, sont le radon, sont le benzène, les hydrocarbures, sont les champs électromagnétiques, notamment. Mais il nous indique que qu'est-ce qui fait que sur notre territoire, il y aurait plus de ces facteurs de risque environnementaux-là que sur d'autres territoires. Sachant que déjà, il nous explique que en France, on ne peut pas, vous voyez, les quelques-uns que je vous cite sur les doigts d'une main, facteurs de risque environnementaux, ne sont pris que les uns à côté des autres, jamais ensemble. Ok, donc ça s'arrête. Septembre ou novembre 2019, ça s'arrête. Sauf que les enfants, eux, n'arrêtent pas de tomber malades. Ils continuent encore et encore, et puis les premiers enfants commencent à décéder sur le secteur. Et puis, euh, et puis nous, on continue. On continue les recherches grâce à toute cette médiatisation, comme ce que tu fais finalement aussi aujourd'hui. Énormément de chercheurs académiques sont venus nous soutenir. Donc, on a pu mener énormément d'analyses environnementales, pour le coup, ce qui n'avait pas été fait par les autorités sanitaires dans le cadre de la recherche des cancers de l'enfant ou cancers pédiatriques. Et là, avec tous ces résultats-là, qu'on a transmis pour beaucoup aux autorités sanitaires, eux nous ont dit, très intéressant, mais en fait, ça n'est pas le cadre de nos missions. C'est-à-dire que Santé publique France, eux, ne peuvent aller faire de la recherche environnementale que lorsque le cluster définit une seule et unique cause commune à la totalité des enfants sur le territoire. Sauf que s'il y avait eu un Tchernobyl, nous, ici, autour de Sainte-Pazanne, mais on l'aurait tous su, on n'aurait pas eu besoin d'autorités sanitaires. C'est bien parce qu'on sait qu'il y a plein de polluants potentiels qu'il faut aller regarder la totalité de ces pollutions chimiques-là. Donc, on est un peu seul. On est en lien avec l'Institut national du cancer qui nous dit, bah, écoutez, oui, c'est très intéressant, mais nous, pour créer ce type de structure qui viendrait corréler des résultats dans tous les sens. Enfin, nous, il va nous falloir des décennies pour le construire d'un point de vue administratif. Ça paraissait fou, quoi. Et puis nous, on avait tous ces résultats-là en notre possession, mais à un moment donné, finalement, les chercheurs de l'INRAE ou de l'INSERM ou du CNRS ou de l'IRSN, chacun a des résultats dont le collectif est destinataire. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on n'est pas des scientifiques, nous. Et finalement, ces scientifiques-là travaillent eux aussi sous forme de silos. Comment est-ce qu'on peut croiser tous ces résultats-là? Comment est-ce qu'on peut croiser euh, euh, tout ça pour permettre d'avoir une vision globale de l'environnement? Et donc là a commencé à naître cette idée de l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, pour qu'il soit cette interface, donc à la fois à partir de tous les résultats que nous avons déjà, cette interface de profils scientifiques, cette interface d'experts scientifiques qui vont pouvoir traiter de résultats dans les cheveux, avec un nombre de pesticides et de métaux absolument dingue, de résultats dans l'eau, où effectivement, là encore, euh, les résultats, mais ça tu le sais aussi, la qualité de notre eau est quand même très inquiétante. Là où dans les sols, on retrouve également, bah oui, des pesticides, là encore, et des métaux, et d'autres, et des hydrocarbures, etc. Et puis on est sur un territoire où les champs électromagnétiques sont extrêmement importants. Et on est en zone radon niveau le plus élevé. Ça, on n'y peut rien. Le radon, c'est un gaz naturel, inodore, incolore, qui est dans nos sols. Par contre, on a des moyens de l'éliminer. Bon, petit clin d'œil, on aère. On aère le matin, on aère le soir et ce gaz s'en va. Je voudrais revenir sur le travail de l'Institut. Tu as évoqué Oui, justement le fait que, il y a eu besoin justement de cet institut pour faire en sorte que les autorités publiques euh, prennent mieux en compte les connaissances scientifiques qui étaient produites sur le territoire concernant cet aspect, cette épidémie en quelque sorte de cancer pédiatrique. Quelle était à l'époque la réponse des ARS, oui, donc Agence régionale de santé, sur le sujet? Parce que tu dis, elle ne oui. pouvait pas, elle ne pouvait pas faire d'études environnementales
alors que tant qu'on n'avait pas identifié une cause unique des cancers. Et Ouais. d'un autre côté, on nous dit aussi les cancers, c'est dû à plusieurs causes, c'est Oui. multifactoriel. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu incohérent dans la prise en compte justement de l'explication de ces cancers, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été le dialogue avec l'ARS et comment ça a mené justement à vous dire, bon, bah, il faut qu'on fasse notre propre institut parce que visiblement, si on attend justement juste que les autorités fassent le travail, en fait, il ne va rien se passer. Alors, on dit on va différencier deux autorités sanitaires différentes, l'Agence régionale de santé chez nous des Pays de la Loire et Santé publique France. Les agences régionales de santé n'ont pas vocation à faire de la recherche. Ça n'est pas le cadre de leur mission. Donc là, on oublie. L'agence régionale de santé, en fait, s'est dessaisie du dossier dès le premier jour, en fait. L'agence régionale de santé était simplement une interface, là encore, permettant le dialogue entre les citoyens, donc le collectif Stop au cancer de nos enfants, et Santé publique France, puisque chaque comité de suivi se faisait à l'ARS. Mais il y avait Santé publique France, il y avait les élus, il y avait l'ADREAL, il y avait l'IRSN, il y avait le CNRS, il y avait l'INCa, il y avait le collectif évidemment, il y avait tous les acteurs. Et c'est Santé publique France qui a vocation en France d'aller regarder, mais comme tu connais les études comme Pestirive, comme Agrican, enfin, qui a vocation à aller faire ces analyses environnementales. Donc nous, au début, on n'avait pas complètement compris cette différence entre les deux, mais elle est capitale. Ce qui fait que l'ARS, on ne peut pas attendre qu'elle aille faire de la recherche. Ça n'est pas possible. Eux, l'ARS, donc je reviens sur l'ARS, ont la possibilité d'analyser. Par exemple, tu es en train de dire que là, à côté de chez toi, il y a cette entreprise qui pollue. On sait qu'elle utilise du plomb. Allez, on va sur le plomb. Le plomb est normé aujourd'hui en France. On n'a pas le droit de dépasser tel seuil. Donc l'ARS a le droit, dans le cadre d'une levée de doute, d'aller juste vérifier le plomb de cette entreprise-là. Est-ce qu'elle respecte la valeur quantitative normée? Ça s'arrête là. On n'est pas dans le cadre de la recherche. Et puis, il y a l'autre partie, Santé publique France, qui là, elle, cette autorité d'État, a vocation à aller faire de la recherche. Mais elle fait de la recherche macro, à grande échelle, au niveau national. Et si on lui demande d'aller faire de la recherche dans le cadre d'un cluster, ce qui était le cas chez nous, elle a une méthodologie qui est toujours en ligne sur son site. Et la méthodologie, c'est étape 1, c'est un questionnaire qui est envoyé à l'ensemble des familles dont eux ont défini le périmètre géographique et le type de cancer. Donc là, déjà, nous, ils ont fait le choix d'éliminer certaines communes et de ne pas prendre en compte certains enfants. Des communes dans lesquelles il y avait quand même des cancers Voilà, pour pédiatriques qui recenser. étaient déjà Ah ben, bien déclarés. sûr. Ah ben, bien sûr. Donc, ça a été leur choix, ce qui fait qu'ils décident, Santé publique France, dans ce questionnaire, puis dans cette étude-là, d'un périmètre spatio-temporel. Donc un périmètre de temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de ne prendre qu'une seule année, là où nous, on était sur 3 ans. Ils peuvent décider, ce qu'ils ont fait, de descendre jusqu'en 2005, alors que les cancers d'enfants ont commencé en 2015. Donc si on étale les années, on n'a pas de cancer, on tombe sur zéro, puisque 15 ans divisé par le nombre de cancers faisait que on était proche de zéro, alors que si on est sur 3 ans divisé par le nombre de cancers, le taux d'incidence n'est évidemment pas le même. Ça, on l'explique s'il y en a qui voulaient aller un peu plus loin sur notre site internet. Et puis, donc Santé publique France, à l'issue de ce questionnaire envoyé à un certain nombre de familles, mais pas toutes, puisqu'ils avaient décidé d'en éliminer, ou en tout cas, pardon, de ne pas en prendre certaines en compte, à l'issue du questionnaire, ils doivent, pour passer dans l'étape d'après, qui est la recherche dans l'environnement, ils doivent obtenir, c'est là où je disais tout à l'heure, mais j'étais un petit peu rapide, une seule et unique cause commune à l'ensemble des réponses de ce questionnaire. Mais comme ils ont eu plein d'éléments d'information qui commençaient à parler du multifactoriel, Santé publique France, dans ses conclusions, nous annonce que oui, ou plutôt d'abord que non, aucun des cancers d'enfants sur le secteur qu'ils avaient pris en compte n'est lié à une situation individuelle et personnelle, que la totalité des enfants qu'ils ont pris en compte dans leur étude, dans leur questionnaire, les causes sont bien d'origine environnementale, mais certainement multifactorielle, et que dans ce cadre-là, Santé publique France n'a pas pour mission d'aller faire de la recherche. Et quelles sont les missions de l'Institut? Les missions de l'Institut, c'est vraiment
C'est partir de cette problématique de santé, cette problématique sanitaire au départ de cancer d'enfant, pour aller regarder dans l'environnement ce qui est en train de se passer. Ça, c'est vraiment la mission générale, sauf que, comme tu le notes, c'est un institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale et pas sur les cancers de l'enfant. Parce que ce qu'on a compris, c'est quand il y a des cancers de l'enfant, alors ça, c'est sûr que c'est complètement pourri, mais c'est surtout qu'on est comme si on était sur le dessus d'un iceberg, quoi. Et que s'il y a des cancers de l'enfant, c'est ce qui se voit, c'est ce qui fait mourir. Mais par contre, c'est qu'il y a énormément d'autres en dessous pathologies environnementales dont on va moins parler, où effectivement, il va pas y avoir des gens comme moi qui vont être lanceurs d'alerte sur un nombre important d'infertilité ou de diabète de type 2 chez des tout petits ou des problématiques asthmatiques ou en tout cas, on sait, y compris cancer adulte, on sait qu'il y a énormément d'autres pathologies sur le secteur, des pubertés précoces chez les petits. Enfin, on sait que toutes les pathologies environnementales, on ne peut pas s'en alerter là comme ça, tout seul citoyen, mais que cet institut, il peut permettre de révéler ça. Pour nous, c'était extrêmement important que de partir des cancers pédiatriques, on ne reste pas à la pathologie des cancers pédiatriques, mais on ouvre sur toutes les pathologies de santé environnementale. Dans l'Institut, donc, il y a des citoyens et des scientifiques, si je comprends bien. Donc, des associations de, de, de parents, j'imagine, ou de malades, Alors, avec des scientifiques. il y a trois grands conseils. On est sous format associatif dans l'Institut. Donc, évidemment, le conseil d'administration. Et puis, il y a deux autres conseils extrêmement importants, que sont le conseil scientifique, qui s'est réuni pour la première fois le 1er février, sous la direction donc, de Solène Le Brochec, notre directrice, embauchée depuis le 20 décembre seulement, donc on est au tout début quand même. Donc, ce conseil scientifique qui, lui, est là pour définir les projets de recherche, évidemment, en totale autonomie, indépendance et transparence, avec l'idée évidemment de pouvoir produire de la science, mais de la science participative et de la science citoyenne, qu'elle soit accessible à tous et qu'elle puisse permettre aux décideurs politiques locaux, et évidemment à un moment donné au niveau national, de pouvoir bouger, mais en partant des territoires, en partant des citoyens. Donc il y a ce conseil scientifique, et puis à côté, il y a un conseil citoyen qui est en train de se constituer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te dire comment est-ce qu'il fonctionne. En tout cas, il est en train de se constituer avec effectivement citoyens, mais citoyens, là, on est sur un groupe de travail de professionnels de santé. Citoyens, comme toi et moi, qui ont envie de se questionner et qui ont envie d'aller sur cette démocratie sanitaire, cette recherche participative, pour faire du lien avec la science. Des citoyens qui vont être engagés sur des associations environnementales, qui ont envie de faire remonter des questions ou qui ont envie de s'engager et s'investir dans ce questionnement participatif-là. Bah, je crois que c'est assez clair, du coup, l'espèce d'articulation, en fait. Vous êtes en train de combler un vide avec cet institut entre justement la production de savoir scientifique, d'une compréhension justement de certaines pathologies cruelles et difficilement explicables, et de chercher à obtenir des réactions des autorités et une gestion du problème public. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les causes identifiées des cancers pédiatriques, que ce soit... Alors, ce qui peut être intéressant, alors certes, c'est intéressant d'en parler de manière générale, et si tu peux en parler de manière générale de ce qui est supposé ici ou là, c'est intéressant, mais j'imagine qu'il y a des aspects très situationnels, en fait, à ce genre de cancer. Et peut-être si tu peux nous parler en particulier du cluster duquel toi tu es parti à Sainte-Pazanne, des causes qui pouvaient être identifiées euh, et depuis ce cas particulier, comment effectivement tu as réussi à obtenir des réactions de l'autorité, éventuellement une gestion du problème public ou pas d'ailleurs. Ou pas. On va plus rester sur le ou pas. Bah, Euh, raconte-nous du coup. euh, je nommais les premières démarches, donc là où on découvre au début, donc c'était 2018, les causes connues des cancers de l'enfant, mais finalement ces causes-là, euh, enfin il suffit à tout le monde d'aller taper cause cancer de l'enfant sur Internet et puis on tombe tous dessus. Donc c'est là où on avait compris que les autorités sanitaires euh, n'étaient pas en capacité d'aller aussi loin. Nous, sur notre territoire, on sait ce qui se passe. On sait qu'il y a, oui,
comme je disais tout à l'heure, des champs électromagnétiques importants. Pourquoi on sait qu'il y a des champs électromagnétiques importants? Là, pour le coup, c'est ce qui s'appelle les CEM-EBF, champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence, sont liés chez nous à un nombre extrêmement important de... Alors, il faut que je fasse très attention à la manière dont je le dis. On a un développement de parcs éoliens extrêmement riche depuis 2015, 2014-2015, en même temps que ces nombres de cancers d'enfants qui sont arrivés et qui se sont développés. Non pas que l'éolien, je ne viens pas dire qu'il vient créer, en tout cas il faudra aller faire de la recherche là-dessus, mais que une éolienne est raccordée à un poste source qui est au cœur du bourg de la commune de Sainte-Pazanne. Et ce poste source est en tension maximale. Et évidemment, toutes ces éoliennes, elles ne sont pas reliées par des fils aériens, elles sont reliées par des fils souterrains. Logique, tu ne vois jamais une éolienne reliée en câble aérien. Et donc, ces câblages souterrains, dedans passent des champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence. Et on est sur ces câblages-là. Alors là, on est dans un gros trou dans la raquette au niveau national. J'espère que la loi bougera à un moment donné, qu'on aidera à la faire bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, comment dire, protégeant ces câbles-là. C'est-à-dire qu'on peut mettre des câbles non blindés. Ça n'existe pas aujourd'hui. Vu qu'en aérien, ils sont très, 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 très hauts, ces câbles, en souterrain, ils sont maximum enterrés entre 60 et 90 cm sous nos pieds. Donc la distance entre ta tête et des lignes aériennes et la distance entre tes pieds et les lignes souterraines qui sont les mêmes lignes, tu vois la différence? Je ne fais pas de dessin. Donc le facteur de risque est plus important. Et puis parce que le sol est plus conducteur et nous on est sur un sol granitique et schiste, enfin bref, on est sur un sol ferrugineux qui est très conducteur, donc ce qui fait qu'on a une quantité de champs électromagnétiques sur notre secteur extrêmement important. Donc ça, mélangé à du radon, c'est reconnu par les études scientifiques, donc on est sur un premier effet cocktail. Champ électromagnétique radon, les deux ensemble, augmentation des facteurs de risque de cancer pédiatrique, reconnu par l'OMS, le Centre international de recherche contre le cancer, depuis 2011. Mais là, les autorités sanitaires ne font rien, parce qu'on est sur du risque cumulé de deux facteurs. Et comme la France ne prend pas en compte ça, on est sur un vide juridique. Donc circuler, il n'y a rien à voir, on ne peut rien faire. Ben si, on peut faire des choses. Donc l'Institut, il a cette vocation-là, à pouvoir alerter, montrer la recherche, publier autour de ça et faire en sorte que d'autres lieux ne soient pas à risque comme chez nous. Parce qu'évidemment, ce qui se passe chez nous, en fait, ça se passe ailleurs, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de lanceuses d'alerte ou de personnes comme moi qui mettent le bazar un peu, quoi. Et puis, évidemment, l'autre grosse partie, deux autres éléments on a vraiment repérés sur notre territoire, évidemment, la question des pesticides. Je ne sais pas vers quoi se dirigera le conseil scientifique parce que ce n'est pas moi qui en déciderai, mais en tout cas, de ce qu'on a pu repérer, c'est cette quantité de pesticides, certainement pas plus qu'ailleurs, en effet, mais on est sur un territoire chez nous qui est viticole, qui est de culture, et qui est donc agricole, et puis qui est aussi maraîcher. Donc, on se retrouve avec des produits phytosanitaires qui sont complètement différents, puisqu'en plus, on a des cultures totalement variées. On a de tout sur le territoire, là, sur notre petit périmètre. Énormément de cultures, mais voilà, tu les connaîtras, tu les mieux que moi, qui vont de l'orge au maïs à la sauge, enfin, tout, tournesol, enfin, tout est possible chez nous. Et puis, le blé, évidemment, hein, plus. Et puis beaucoup de maraîchage. Donc, on n'utilise pas du tout les mêmes produits selon les cultures, déjà en agriculture. Et puis en maraîchage, c'est pas du tout non plus les mêmes produits phytosanitaires. Et puis, nos viticulteurs n'utilisent pas non plus les mêmes produits. Donc là, juste sur des produits phytosanitaires, on a un joli cocktail. Plusieurs sont en train de basculer en culture biologique. Donc ça limite. Mais c'est pas le cas, et c'était pas le cas il y a quelques années en plus. Ce que je voulais rajouter à ça, c'est que quand je dis ça, il n'est pas question d'aller appuyer sur la tête de nos maraîchers ou de nos agriculteurs ou de nos viticulteurs, hein. Parce que dans les analyses qu'on a faites, tous, ce qu'ils utilisent, ils l'utilisent dans les règles. C'est-à-dire ils utilisent les produits tels qu'ils sont autorisés. C'est-à-dire qu'ils mettent la quantité qu'ils ont le droit de mettre. Donc en fait, on ne peut pas leur en vouloir.
Par contre, je vais avoir mon agriculteur A qui, dans ce champ-là, va mettre tel produit à ce moment-là, mais je vais avoir mon viticulteur B qui, lui, va mettre tel autre produit juste le même jour à côté, dans le champ d'à côté, et puis je vais avoir mon maraîcher qui, lui, va mettre ça. Et nous, quand dans les laboratoires, on cumule ce produit-là et ce produit-là et ce produit-là, on a des bombes. Donc Et l'idée du de coup, l'Institut, c'est de ah venir bah, montrer ça aussi. Pardon. Et c'est justement, nos agriculteurs, hein, évidemment, à pouvoir basculer sur autre chose parce qu'ils sont aussi les premiers concernés par les problèmes de santé. mais j'allais venir justement à la question du travail de l'Institut dans ce contexte-là. Donc, tu nous as identifié justement plusieurs des causes multifactorielles. Tu as parlé des champs électromagnétiques, tu as parlé du Ouais. radon, tu as parlé des pesticides. Euh, Comment est-ce que le travail de l'Institut, alors, est-ce que le travail de l'Institut a permis d'identifier comment Alors, l'interaction entre ces... premier conseil scientifique, le travail de l'Institut ne permet pas encore. Tu dis comment il a déjà permis. D'accord. Non, ben, si, oui, mais effectivement, c'est vrai que depuis décembre, ça fait quand même un peu court. Mais comment est-ce que l'Institut va travailler justement ces questions-là pour comprendre comment l'interaction entre ces différents éléments permet amène à une augmentation des pathologies et notamment des cancers pédiatriques qui, comme tu l'as décrit, sont la face émergée de l'iceberg. Parce que si je comprends bien, là, en fait, l'Institut, il est dans une situation où il va tester des hypothèses, c'est-à-dire que du coup, là, on a un phénomène qui est là, qui est incontestable. Il y a eu un excédent de cancer pédiatrique dans tel endroit et avec donc en cascade tout un tas de pathologies qui sont moins visibles mais qui sont quand même là et qui sont le signe d'un problème de santé environnementale. Et donc, comment est-ce que l'Institut va travailler? Et donc, il y a des hypothèses de sources de différents facteurs menant à ce problème-là. Donc, tu nous as évoqué le radon, tu nous as évoqué les champs électromagnétiques, les pesticides. Donc, comment est-ce que l'Institut va travailler pour comprendre comment l'interaction entre ces différents facteurs va amener éventuellement à expliquer cet excédent de pathologie? Alors, on a déjà énormément de données depuis 2019. Donc là, ça va être le premier travail, c'est à partir, avant même d'aller lancer des recherches, le premier travail, c'est cet état des lieux de toutes les données environnementales que nous avons, pour faire le lien aussi entre les différentes matrices, parce que ce qu'on vient de dire sur, par exemple, les pesticides, ils peuvent se retrouver dans l'eau, ils peuvent se retrouver dans l'air, ils peuvent se retrouver dans les sols. Ils se retrouvent dans nos cheveux, dans notre corps. Donc en fait, on a des résultats de tout ça dans plein de matrices. Donc c'est aller regarder déjà dans l'état des lieux et faire le lien de tout ce qui a été fait déjà depuis 2019, tout ce qui a été recherché, parce que peut-être déjà à partir de là, nos scientifiques nous diront: ah mais non, mais là on a déjà des éléments. Ou ben là, il y a tel manquement et tel manquement. Il faut que nous allions lancer ce projet de recherche-là sur cette spécificité-là. Et là, bah là, on lancera un appel à projet, hein, évidemment, il nous faudra des fonds pour lancer cette recherche-là. Et derrière, tous nos scientifiques, en fait, sont dans leur propre laboratoire, hein. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un laboratoire, nous, directement, puisque chacun va pouvoir avancer sur les recherches au sein de leur propre laboratoire, puisque ce sont des scientifiques, des experts académiques. Donc, il y a un travail de compilation de données existantes et d'analyse en fait de ces On est données là qui... aujourd'hui. Voilà, ok. On est là aujourd'hui, c'est vraiment cet état des lieux, cette compilation, comme tu le dis, parce qu'il faut croiser tous ces résultats-là déjà, avant même d'aller faire d'autres recherches. Il faudrait déjà croiser ces résultats, vérifier ce que ça peut donner, et peut-être on a déjà des éléments ils auront peut-être suffisamment pour rentrer dans la publication scientifique tout de suite, et donc on bougera très vite. S'il manque des éléments, bah après on fonce dans de la recherche, quoi. On perd plus de temps en tout cas. Ben, écoute, je pense qu'on a plutôt bien décrit le travail de l'Institut et puis cet aspect vraiment essentiel d'apporter de la connaissance pour éclairer la décision publique sur des sujets sur lesquels il peut y avoir éventuellement une certaine gêne. Donc, bravo pour ce Merci. boulot. Est-ce que tu peux nous indiquer des moyens d'en savoir plus? Alors que ce soit donc sur le collectif Stop au cancer de nos enfants, sur l'Institut citoyen ou éventuellement d'autres instituts de sciences citoyennes participatives qui peuvent exister en France pour les gens qui ne seraient pas en Loire-Atlantique. Et où est-ce qu'on peut retrouver donc
des actions sur ce qui va se passer le 15 février, éventuellement pour les gens qui seraient, voilà, qui auraient autour d'eux justement des clusters de cancer pédiatrique et qui auraient besoin de rencontrer du monde pour en savoir plus, échanger, etc. Alors, sur déjà les clusters, il y a, à ma connaissance, avec qui je suis en lien, effectivement, il y a d'autres clusters en France, reconnus ou pas par Santé publique France, parce que j'étais passée là-dessus tout à l'heure, mais notre cluster n'est plus reconnu aujourd'hui par Santé publique France, il a été éliminé. Donc, plus il y a d'enfants, finalement, moins il y a de clusters. Bon, plus il y a d'enfants malades, moins il y a de clusters. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, il y a d'autres zones géographiques où des familles ont alerté, comme dans le Haut-Jura, comme du côté de, avec l'association Avenir Santé Environnement du côté de La Rochelle, comme donc là, ils ont créé une association avec cluster non reconnu également. Du côté dans l'Eure, du côté d'Igoville, pas très très loin de Lubrizol, un autre cluster de cancer pédiatrique. La même démarche que pour nous, hein, tous à chaque fois avec Santé publique France et puis finalement aucune étude environnementale et finalement des associations qui se créent pour aller comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Donc avec une association qui s'appelle Dans l'Eure Cancer, la vérité pour nos enfants. Donc évidemment, si vous êtes dans des secteurs comme cela, n'hésitez pas à contacter directement ces assos qui sont absolument formidables. Et puis, ça, c'est pour les autres clusters à ma connaissance en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça veut juste dire qu'ils ne se sont pas constitués, les parents, en association et ne m'ont pas forcément contacté, hein. Parce que ça, c'est aussi un manque aujourd'hui en France. Nous n'avons pas les données des cancers de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a pour le moment encore une omerta, donc là, pour le coup, avec un cabinet d'avocats. Excuse-moi, je dérive, mais nous sommes en démarche auprès du tribunal administratif pour obtenir la totalité des données du registre des cancers de Loire-Atlantique-Vendée. En espérant, et en démarche avec le Sénat et l'Assemblée nationale, pour obtenir une loi pour que la totalité des départements de France ait un registre des cancers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque seulement 19 départements ont un registre, ce qui est une aberration totale. Parce que si on n'a pas de registre, on n'a pas de données. Si on n'a pas de données, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je referme cette parenthèse. Donc, il y avait les clusters. Et puis, il y a d'autres instituts, effectivement, qui voient le jour en France. Alors, pas sur le même principe que nous, puisque nous, on part d'une problématique de santé, que sont les cancers d'enfants, pour aller regarder dans l'environnement ce qui se passe. Tous les autres instituts qui voient le jour aujourd'hui partent de questionnements de leur environnement en se disant, mais on espère qu'il n'y aura pas de conséquences sur la santé. Donc évidemment, l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui est le premier et qui existe depuis une douzaine d'années, donc du côté de Marseille. Le deuxième qui s'est créé du côté de Narbonne, donc Institut, je ne sais plus son nom, mais ils ont aussi leur site internet qui vient de voir le jour. Et l'autre, dont là, ils sont en train sur les réseaux là, de poster la fiche de poste pour embaucher la direction de cet institut du côté de la vallée de l'Arve, Chamonix. Et puis évidemment, un autre est en réflexion du côté de la vallée de la Chimie, autour de Lyon. Et puis un autre en réflexion du côté de Lubrizol, avec l'Union des victimes de Lubrizol. Voilà, si je peux donner des informations. Et puis un vient de se constituer également du côté de la région parisienne, du côté avec la mairie d'Ivry, me semble-t-il. Donc ça, c'est vraiment l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'instituts Allié. éco-citoyens, enfin, d'instituts pas éco-citoyens d'ailleurs, d'instituts citoyens de recherche, en fait, d'instituts de sciences participatives qui naissent en ce moment un peu partout en France. Exactement. Mais quand je dis en ce moment, on est sur les 3 mois là, hein. On est tous au travail depuis un certain nombre de mois pour qu'à un moment, il faut y aller parce que rien ne bouge du côté. On a compris qu'on ne pouvait plus attendre de l'État que tout bouge de là-haut et qu'il fallait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il bouge, hein, mais qu'en tout cas, il faut partir des territoires pour apporter une connaissance des territoires, une pression citoyenne suffisante pour que ça bouge sur les territoires et qu'à un moment donné, si on est suffisamment nombreux à bouger sur les territoires, on arrive à faire bouger les choses au niveau national avec des lois qui rendront possible de la toxicité chronique et non plus que de la toxicité aiguë, qui rendront possible la prise en compte de la polyexposition et non pas
le facteur unique de polluant environnemental. Voilà. Ok. Est-ce que tu... Petite dernière question peut-être. Une petite dernière question peut-être sur le sujet du 15 février. Si tu as parlé d'une asso qui s'appelle 2500K, qu'est-ce qui se passe le 15 1500 février? quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe le 15 février et où est-ce, si on veut rencontrer du monde sur ce sujet, où est-ce qu'on peut aller? Soit se renseigner sur Internet, soit voilà. Donc, le 15 février, on redit, on porte le petit ruban or, symbole des cancers de l'enfant. C'est la journée internationale de sensibilisation et de lutte contre les cancers de l'enfant. Donc, vous avez, il suffit de... Alors, effectivement, on est de nombreuses associations partout sur le territoire, mais souvent sur les réseaux sociaux, si vous tapez cancer de l'enfant, vous allez tomber sur des associations qui existent sur votre territoire et qui organisent des actions pour cette journée du 15 février. Alors, quelquefois, elle n'est pas le 15 février, elle va être la veille, le lendemain, 2 jours avant, 2 jours après pour drainer plus de monde, pour que ce soit sur des week-ends. N'hésitez pas à aller sur Lyon aussi. Il va y avoir, on a été très nombreux à participer, une grande de fresques avec des portraits pour montrer les 2500 enfants qui tombent malades chaque année du cancer et puis 500, on parle aujourd'hui de 500 enfants qui en décèdent chaque année. Et voilà, les réseaux sociaux, je pense, sont le meilleur lieu pour drainer de l'information sur les différentes associations et ce qui existe autour du 15 février. Et puis au-delà du 15 février, j'en profite, on a un mois entier qui est dédié au cancer de l'enfant. Donc là, c'est une journée internationale. Et depuis quelques années, il y a le mois de septembre qui s'appelle Septembre en Or, à l'instar d'Octobre Rose. Et Septembre en Or est le mois entier dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers de l'enfant. Donc tout ce mois de septembre va être très important pour aussi sensibiliser et mener des actions. Vous avez des grosses associations comme Imagine for Margot qui là organise un colloque sur Paris le week-end du 15 février, juste autour du 15 février. N'hésitez pas à vous y inscrire. Vous aurez énormément d'informations sur l'avancée de la recherche sur ces questions-là. Et puis, vous aurez des informations pour les familles qui en auraient besoin. Le site IPEDIAC de l'Institut national du cancer, de l'INCa, a créé également une partie dédiée aux familles pour comprendre mieux les cancers de l'enfant. Et sur ce site également, une liste extrêmement importante, en tout cas de toutes les assos qui se sont mobilisées et qui ont sollicité l'INCa pour être nommées dessus. Donc ça permet d'avoir plus d'informations aussi. Ben, merci pour tout ça, merci pour ces informations et pour tes explications. Merci Andy, bonne journée.